Le monde a célébré aujourd'hui la journée des réfugiés. De l'espoir, loin de chez toi, pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. C'est le thème de l'édition 2023. Actuellement, le Mali offre l'hospitalité à plus de 64 000 réfugiés. 2 périmètres maraîchers et une adduction d'eau pour les femmes de Sibi. Ces réalisations sont l'œuvre du Centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire de Sibi. Bien d'autres actions sont posées par le centre avec un investissement de plus de 400 millions de francs CFA. Hajj 2023, séance de sacralisation pour les 13 323 pèlerins maliens. Il s'agit pour eux de respecter une tradition du prophète, paix et salut sur lui, le port de l'habit du pèlerin ou l'ihram et formuler l'intention de la Umrah et du Hajj. C'est un prélude à l'accomplissement des rites du Hajj dans quelques jours à la Mecque. On en parlera avec nos envoyés spéciaux. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous commençons cette édition par cette audience. Le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga a reçu cet après-midi en audience le militant panafricaniste Kémi Séba, l'ONG qu'il préside, est venu apporter son soutien au gouvernement et au peuple malien suite à la décision du retrait de la MINUSMA. Le panafricaniste Kémi Séba est au micro de Alousséni Touré. Nous sommes venus apporter notre soutien en une période cruciale pour les autorités maliennes vis-à-vis de la question du départ de la MINUSMA. Il était important que le courant panafricaniste, matérialisé notamment par notre ONG Urgence panafricaniste et notre coalition avec le mouvement Yerewolo, qui est un des plus grands mouvements de résistance maliens aujourd'hui, il était important que notre ONG puisse venir apporter son soutien aux autorités maliennes qui sont plus que jamais critiquées par la prétendue communauté internationale, mais qui est en réalité constituée de l'élite occidentale. Et il était important que les autorités maliennes sachent que le courant panafricaniste, continental et diasporique, soutient profondément les autorités dans leur processus d'autodétermination et leur volonté viscérale de souveraineté. On a écouté beaucoup le Premier ministre qui nous a fait un petit résumé, un petit peu de ce qui a emmené les autorités à arriver à ce point de non-retour, mais qui en réalité un point de départ réel pour un processus d'élévation et de souveraineté enraciné dans le cadre de la réalité de nos populations qui veulent, je pense, un peu partout sur le continent, une autodétermination, une libération viscérale dans ce XXIe siècle. Et je pense qu'on est dans une logique de château de cartes. Les cartes sont en train de tomber une à une. Au départ, les gens pensaient que le problème, c'était le gouvernement français uniquement. Non, le problème, c'est l'impérialisme, de manière générale. Et l'impérialisme a pris le manteau de l'oligarchie occidentale et de ce qui se présente comme la communauté internationale, mais qui n'est rien d'autre que l'élite d'Occident. Nous ne sommes pas anti-occidentaux. Nous sommes simplement dans une démarche de dire que ce qui est valable pour les peuples européens doit être valable pour les peuples africains aussi. Il n'y a pas de raison que nous soyons le laboratoire d'expérimentation de toute force de déstabilisation exogène. Et c'est la raison de notre présence ici. Je pense que le Premier ministre était ravi de savoir que les panafricanistes soutiennent l'urgence panafricaniste Yerewolo et les panafricanistes de manière générale soutiennent plus que jamais le gouvernement malien. Le Mali est un pays d'hospitalité et d'inclusion selon les réfugiés dont le nombre dépasse 64 000. En ce qui concerne les réfugiés maliens rapatriés volontairement, ils sont plus de 85 000. Des chiffres déclinés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, aujourd'hui 20 juin, à l'initiative de l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le thème est « De l'espoir, loin de chez toi ». Pour un monde, pour les réfugiés auront toujours une place. Reportage Jules Sambo Sissoko. Dédier une journée aux réfugiés traduit la volonté des dirigeants de l'ONU à travers le HCR de mettre en lumière la persévérance et la résilience des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou la persécution. Le thème choisi cette année est « De l'espoir loin de chez soi » pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Au Mali, les réfugiés protégés par d'abord la volonté de la population hôte. Ensuite, par le gouvernement de la République à travers la loi 98-048 qui lui confère les mêmes droits que son hôte, mis à part le droit de vote. L'occasion pour nous de remercier
les autorités de la transition. Le HCR a exprimé sa reconnaissance aux autorités et au peuple du Mali. Permettez-moi d'adresser d'emblée mes vifs et sincères remerciements au gouvernement et au peuple du Mali pour leur accueil généreux à l'égard des personnes déracinées. Une hospitalité qui se manifeste par l'accueil sur son sol de plus de 64 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont certains depuis plus de 3 décennies. Le Mali ne ménagera aucun effort pour le retour volontaire des réfugiés avec l'accompagnement des partenaires. Il convient de noter que les pays voisins du Mali, notamment la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, accueillent 204 387 réfugiés maliens, pour lesquels le gouvernement malien et ses partenaires continueront de déployer tous les efforts nécessaires pour créer les conditions propices à leur retour volontaire dans la sécurité et dans la dignité. Au nom des plus hautes autorités de la transition, d'adresser mes sincères remerciements aux donateurs, aux agences du système des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui nous accompagnent dans la réponse d'urgence aux déplacements forcés au Mali et à la mise en œuvre des solutions durables. L'événement a été marqué par la projection de films sur l'insertion socio-économique des réfugiés à Bamako et la remise de prix aux meilleurs élèves et étudiants de réfugiés classés premiers au secondaire et supérieur. Le Centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire de Sibi, CAAS, vient de mettre à la disposition des femmes de Sibi 2 périmètres maraîchers avec une adduction d'eau, ainsi que 2 salles de classe au village de Guénékoro. Les travaux d'électrification et d'adduction d'eau dans le village de Kalassa sont également lancés et le tout est financé par le centre à hauteur de 420 millions de francs CFA. On en sait plus avec Koumba Sissé. En plus de la formation et du renforcement de capacités des femmes rurales et des jeunes filles en transformation agroalimentaire, le projet CAAS de Sibi fait d'autres réalisations en faveur des populations de la commune de Sibi. Pour ce faire, plus de 100 femmes de 2 associations féminines différentes ont respectivement bénéficié d'un périmètre maraîcher d'un demi-hectare aménagé avec une adduction d'eau. Tous les puits que nous avons creusés auparavant sont tarissables. C'est les Allemands qui nous ont secourus avec ce château. À la veille de sa réalisation, nous n'avons pas fermé l'œil à cause de l'immense joie. Ce périmètre que nous exploitons depuis des décennies nous permet de faire nos petites dépenses. À Guénékoro, à 6 km de Sibi, ce village a également bénéficié pour la toute première fois d'une école. Elle est composée de 2 salles de classe électrifiées et 2 toilettes. Nous n'étions pas dans des conditions d'études, mais aujourd'hui, avec ces nouvelles classes, nous nous réjouissons beaucoup. Bientôt, le village de Kalassa, toujours dans la commune de Sibi, aura de l'électricité et de l'eau potable. Le lancement de ces travaux a été fait par le ministre en charge de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans la logique, avec le CA, d'appuyer cette population dans le sens d'installer des poteaux qui vont électrifier tout le village ainsi que le long de la route qui passe juste à côté. Toutes ces réalisations sont financées par le projet CAAS de Sibi à hauteur de 420 millions de francs CFA. C'est une donation privée de Dr. Gunther Weber, docteur de psychiatrie en Allemagne, qui est le mentor de tous ces projets. Ils sont à 70% de planter des poteaux. Disons jusqu'en octobre, ça sera terminé définitivement. Ici, à Kalassa, nous avons trouvé un terrain de coopération qui est franc, vraiment, on ne pouvait pas avoir mieux. En guise de reconnaissance, les bénéficiaires ont remis des cadeaux symboliques au ministre Bakary Doumbia pour sa présence et ses efforts en faveur de leur village. Vous le savez, les examens du baccalauréat ont démarré hier. Aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale était encore sur le terrain pour constater le déroulement des épreuves. Alpha Mega était de la visite. Bamako ce matin dans une enveloppe de poussière. Et c'est bien sous ce temps climatique que se déroule la 2e journée de l'examen du baccalauréat, ce sont de juin 2023.
L'examen est dans sa vitesse de croisière, les candidats studieux plongés sur les copies. Ici, les examinateurs font la ronde. Là, la tranquillité des centres assurée par la sécurité. Et voilà Madame le ministre au pas de charge pour donner du rythme à l'examen le plus important socialement et pédagogiquement. Et ce n'était pas gagné d'avance parce que ça nous a réconfortés à l'idée qu'au niveau de la refondation de notre pays et de la cohérence dans les actions gouvernementales, les autorités de la transition se donnent les moyens d'atteindre les objectifs. Nous poursuivons aujourd'hui et nous n'avons pas enregistré en tout cas d'incidents majeurs. L'organisation du baccalauréat signifie pour le département de l'éducation que l'année scolaire qui s'achève remplit les conditions. Au fur et à mesure qu'on avance, on s'améliore. Jusqu'ici, je pense que ça va. Nous avons la preuve que nous pouvons compter sur ces enfants et dans le cadre de l'amélioration du système éducatif, qu'ils cherchent aussi à avoir des résultats qui leur appartiennent. Ils ont conscience qu'ils sont l'avenir de ce pays. C'est une œuvre humaine, mais au fur et à mesure qu'on avance, on remarque quand même qu'il y a des avancées. Le point marquant dans tous nos entretiens est la perception du baccalauréat par les élèves comme une nécessité. Certains se réjouissent des sujets des épreuves. Par contre, d'autres n'ont pas eu accès à la salle d'examen à notre passage et pour cause. Je suis venu en retard. Tu es venu en retard, donc on ne t'a pas accepté de rentrer. Est-ce que tu trouves cela normal? Moi, je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison. Donc l'épreuve de ce matin, donc c'est fini pour toi? Oui, oui. Je viens de la salle 623. Je fais la TSS. L'épreuve tout de suite, c'est apporté sur le Mali, l'agriculture malienne. Bon, je trouve que le sujet a été un peu élargi. Ce n'est pas comme les autres années. Bon, cette année, on a eu la manifestation à traiter sur ce sujet. Je suis très content. Je suis à centre de Lili, Lili Bremali. L'épreuve, c'est géographie. C'est abordable, monsieur. C'est abordable parce que j'ai pu traiter tout. Passé le cérémonial du lancement des épreuves depuis le lundi dernier, ils sont 221 000 candidats à se pencher sur les épreuves du baccalauréat 2023. C'est un chiffre en hausse de près de 20 000 comparativement à l'année dernière. Et vous l'avez certainement constaté dans notre édition d'hier, les membres du gouvernement se sont fortement mobilisés pour cette session de baccalauréat. Le professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, était pour l'occasion à Bougouni. Là-bas, il a donné le top départ des épreuves. Et la session 2023 du baccalauréat est également effective à Badjangara. Le constat est fait par les autorités administratives de la localité. Suivant l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celle du gouverneur de la région de Bandiagara. Nous sommes ici à Bougouni pour procéder au lancement du bac. Je me réjouis des bonnes conditions dans lesquelles l'examen a été préparé. J'en profite pour remercier et saluer toutes les autorités politiques, administratives et aussi régionales. Encore tous les responsables à quelque niveau qu'ils soient qui ont contribué à cette bonne organisation. Je voudrais m'adresser aux élèves en leur prodiguant quelques conseils, notamment en ce qui concerne le fait d'être assidu, ensuite de travailler correctement en classe pendant ces quelques journées dans lesquelles les épreuves vont se dérouler. C'est de ne compter que sur leur propre intelligence et aussi sur le travail accompli durant l'année scolaire. Nous voulons d'abord féliciter les forces de défense et de sécurité pour permettre à l'administration scolaire, aux jeunes, de passer cet examen. Nous les encourageons, nous les souhaitons plein succès. Au nom des plus hautes autorités de notre nation, nous souhaitons bonne chance et plein succès pour tout le monde. Autre sujet, parlons santé. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali a tenu la 22e édition de sa journée scientifique. Ces professionnels de la pharmacie entendent relever les défis liés à la vente illicite des médicaments et au double emploi au sein du métier. Koumba Sissé.
Les pharmaciens du monde en général et ceux du Mali en particulier sont unis pour un destin commun. Ce destin commun est la vente des médicaments dans de meilleures conditions. Dans l'exercice de ce métier, la vente illicite des médicaments et le double emploi constituent aujourd'hui des défis majeurs auxquels le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali doit faire face. Lors de la 22e édition de la journée scientifique, les professionnels des médicaments ont présenté au public leur site web avec comme innovation la géolocalisation des officines. C'est que l'Internet et l'informatique s'imposent à tout le monde. Donc les productions vont évoluer et il n'y a aucun texte qui encadre ces activités. Nous souhaitons que les textes soient pris dans les normes et des contenus de l'éthique et de la déontologie. Le ministre de la Santé, marraine de l'événement, a assuré les pharmaciens du Mali de son soutien dans leur combat de tous les jours. Je reste disponible pour toute action pouvant gérer définitivement la problématique des pharmaciens en situation de double emploi et corriger les insuffisances constatées lors de la supervision des structures grossistes. Le premier acteur de cette lutte, c'est le pharmacien lui-même. Et encore une fois, félicitations pour votre vigilance et votre participation active à cette lutte. À cette journée, les présidents de l'Ordre des pharmaciens de 10 pays de la sous-région ont pris part. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise de distinctions à 3 acteurs maliens engagés dans le domaine de la pharmacie. Elle s'est terminée par la prestation de l'ensemble instrumental du Mali et la visite des stands. Le secrétaire général du ministère du Développement rural a présidé hier la cérémonie de remise d'équipements à la Direction nationale de l'agriculture pour une valeur de 200 millions de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Le lot est composé d'ordinateurs, d'onduleurs et de motos. Le don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, PACAM. Le reportage de Agibou Koulibaly. Cette remise d'équipement à la Direction nationale de l'agriculture DENA vise à dynamiser les nouvelles régions en dotant les services techniques dans les zones d'intervention du PACAM. Nous sommes très heureux ce matin au niveau de la Direction nationale de l'agriculture à travers l'appui important que nous venons de recevoir à travers le projet d'appui à la compétitivité agricole au niveau du Mali. Donc un projet qui est financé par la Banque mondiale. Ça dénote vraiment la forte volonté de la Banque mondiale et du projet PACAM à accompagner les structures étatiques pour renforcer nos capacités afin que nous puissions accomplir valablement notre mission. En dotant ainsi la DENA de ses matériels informatiques et de moyens de déplacement, les agents pourront mieux répondre aux besoins des acteurs sur le terrain. Cet appui fait suite à une série d'autres soutiens à l'endroit de la Direction nationale de l'agriculture. Il s'agit entre autres de la formation des inspecteurs sur les normes internationales des mesures phytosanitaires. Je fais référence aux normes 12 et 15. Les méthodes d'échantillonnage des mangues, les procédures de notification, d'interception, de suivi et de gestion des notifications, la production et la multiplication des outils d'inspection de mangue à l'exportation. La mission pour laquelle ces équipements ont été donnés, il faudrait qu'elles puissent continuer vraiment à donner de l'appui conseil rapproché pour que les résultats que nous avons déjà commencé à avoir ne reviennent pas à la baisse. Donc que le contact soit vraiment permanent avec les acteurs de la filière. L'objectif visé par le PACAM, faut-il le rappeler, est d'accroître la transformation et l'exploitation des produits agricoles, cela afin de réduire les pertes post-récolte et assurer de meilleurs rendements. ONU Femmes, en partenariat avec le ministère chargé de la promotion de la femme et ses partenaires, vient d'organiser un atelier de restitution des résultats du programme d'appui à la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325. Parmi les acquis du programme, on note l'application de la loi 2015-052 et le renforcement du dialogue local. Koumba Sissé. Le plan d'action de la résolution 1325 a pour objectif d'accroître la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision, précisément dans la prévention et la gestion des conflits. De 2012 à 2023, le Mali a développé 3 plans d'action nationaux. Le tout dernier était au centre d'un atelier pour expliquer aux participants les acquis et les défis à relever. Au niveau local, les femmes sont aujourd'hui partie prenante des efforts de médiation, de négociation et de résolution des conflits.
On a réussi à identifier un total de 4 525 femmes, 592 hommes, 71 jeunes dans toutes les localités d'intervention de ce programme depuis 2019 qui ont bénéficié du renforcement des capacités d'ONU Femmes et de ses partenaires. Les recommandations faites par l'ensemble des partenaires pour faire avancer le processus de paix et l'agenda 1325. Ces recommandations incluent un soutien à l'autonomisation économique des femmes en lien avec le changement climatique. C'est pour assurer la participation des femmes aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit que le gouvernement s'est engagé dans ce processus. Adopté le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325 a ouvert des opportunités et perspectives pour une réelle participation des femmes dans les mécanismes et processus de paix. Permettez-moi à cette occasion de saluer les efforts des partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement des objectifs à la réalisation des agendas femmes, paix et sécurité au Mali. Dans son exécution, le programme d'appui à la mise en œuvre du plan d'action national était basé sur 4 piliers, à savoir la participation, la protection, la prévention et enfin le secours et relèvement. Référendum. La mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, était face à la presse pour se prononcer sur la tenue du référendum constitutionnel du 18 juin. Pour ce scrutin, la Modèle a déployé un effectif de 3075 observateurs sur les 24 000 bureaux de vote. La mission a pu superviser 3 000, soit un taux de couverture de 13%. Les détails avec Aliou Abdoulaye Touré. À l'entame de ses propos, le principal conférencier a fait savoir que le scrutin référendaire s'est déroulé dans des conditions acceptables dans la majeure partie des localités observées par la mission. Concernant la disponibilité et la fonctionnalité du matériel électoral, les documents électoraux et le matériel électoral étaient disponibles dans 95% des bureaux de vote observés. L'isoloir garantissait le secret du vote de l'électeur dans 91% des bureaux de vote observés. Concernant le personnel et le fonctionnement des bureaux de vote, le personnel des bureaux de vote, à savoir un président et 4 assesseurs, était présent dans les bureaux de vote couverts par la Modèle Mali. Les délégués du courant du oui et du courant du non étaient représentés dans 21% des bureaux de vote observés. Concernant le taux de participation est d'environ 28% pour l'ensemble des bureaux de vote couverts par la Modèle. La mission d'observation des élections au Mali se réjouit de la prise en compte de la situation des personnes vivant avec un handicap qui ont pu accomplir leurs devoirs civiques grâce à l'assistance dans les bureaux de vote. Le non-fonctionnement pour cause d'insécurité de 23 bureaux de vote sur 38 dans le secteur de Yuarou, 25 bureaux de vote sur 34 à Wankoro dans le secteur de Bankas, 37 bureaux de vote sur 47 à Ségué dans le secteur de Bankas. Le conférencier n'a pas manqué de formuler quelques recommandations sur l'organisation des futures échéances à venir. Recommandations relatives à la transparence du processus électoral. Dans ce cadre, il faudrait procéder à l'audit du fichier électoral après une révision plus participative et plus inclusive des listes électorales. Déterminer les circonscriptions électorales après une large information des populations sur les effets du découpage électoral. Dans l'ensemble, la mission d'observation des élections au Mali salue le défi de la bonne organisation du vote référendaire. Le scrutin référendaire s'est globalement bien déroulé dans toutes les régions. L'annonce a été faite hier par le coordinateur du projet COSEM, Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. C'était au cours d'une conférence de presse. Reportage Ibrahim Kao Konaté et Karunga Konaté. Malgré quelques incidents sécuritaires, le scrutin référendaire s'est globalement bien déroulé dans toutes les régions. Par ailleurs, la COSEM a déployé 4 observateurs fixes et 9 observateurs mobiles dans les 4 cercles de la région de Kidal. Le 18 juin 2023, la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali a déployé sur toute l'étendue du territoire national 564 observateurs et observatrices, dont 404 fixes au bureau de vote et 160 mobiles. Les observateurs et observatrices de la coalition relèvent que les forces de sécurité sont présentes dans 96% des centres de vote observés.
La sécurité est assurée par les forces de défense et de sécurité dans tous les bureaux couverts. 17% des bureaux de vote observés ne sont pas accessibles aux personnes vivant avec un handicap physique. Des incidents ont été observés dans la ville de Tombouctou. La COSEM continue sa mission d'observation à travers le suivi de la centralisation, la proclamation des résultats et bien évidemment l'environnement post-électoral. Elle publiera un rapport final d'observation dans toutes les phases des élections référendaires dans de meilleurs délais. Voilà, c'était là l'intervention du coordinateur du projet COSEM. Il était au micro de Ibrahim Kao Konaté et Karunga Konaté. Ce communiqué, le président du Conseil national de la société civile, Bourima Alaï Touré, mandataire national du oui, adresse ses sincères remerciements aux Maliennes et aux Maliens de l'intérieur et de l'extérieur pour leur participation massive au référendum de ce dimanche 18 juin 2023. Cette mobilisation est le fruit de l'engagement des organisations de la société civile engagées pour le oui et les partis politiques, regroupements de partis et mouvements politiques du oui. Il adresse également ses remerciements au ministère chargé de l'administration territoriale, à l'autorité indépendante de gestion des élections, aux observateurs nationaux et internationaux et à tous les acteurs du processus électoral pour la bonne organisation et la supervision du scrutin. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, le Conseil supérieur de la diaspora malienne remercie toute la diaspora malienne pour sa mobilisation et son engagement en faveur du nouveau projet de constitution soumis au référendum le 18 juin dernier. Le rôle des partis politiques dans la stabilisation du pays et le retour à l'ordre constitutionnel normal, c'est le thème de la première conférence statutaire du parti Mouvement pour le Mali MPM. La rencontre avait pour but de remembrer l'instance dirigeante du parti, mais également d'informer et de sensibiliser les Maliens, les militants, sur le contenu du projet de constitution, nous dit Sokona Kamisoko. Slogan du parti qui veut dire « Le Mali est un bien commun qui mérite d'être préservé et protégé à tout prix ». C'est pour cette raison que les militants du parti Mouvement pour le Mali MPM apportent leur soutien aux autorités de la transition. D'où le choix du thème pour cette conférence nationale, le rôle des partis politiques dans la stabilisation du pays et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Les partis politiques doivent aujourd'hui jouer à l'apaisement et doivent mobiliser la population autour de l'essentiel, qui est le Mali. C'est de laisser les calculs politiques et politiciens de côté pour vraiment sauver notre cher Mali. Le parti se porte très bien. Nous sommes installés au moins à 30 ou 40% dans les pays. Pour la réussite de cette première conférence nationale, plusieurs leaders des partis politiques ont fait le déplacement pour témoigner de leur soutien à la formation politique. Je reste convaincu que la révision constitutionnelle est la solution pour vraiment mettre les institutions fortes. Nous devrons juste accompagner pour qu'on puisse aller à l'ordre constitutionnel normal. Les gens doivent accompagner le pouvoir. Quand on accompagne le pouvoir, ce n'est pas parce qu'on veut avoir quelque chose avec le pouvoir. On l'accompagne pour le pays, pour la stabilité. Ce n'est pas pour vous, mais pour les enfants à venir, pour les petits-enfants à venir. Au cours de cette conférence, il était également prévu le remembrement du bureau national du parti MPM. Le PDCM, Parti démocratique communiste du Mali, vient d'être lancé au Mali. Les responsables ont expliqué aux hommes de médias les raisons de la création de cette formation politique et leur vision. C'était lors d'un point de presse. Batraouri. Les responsables du Parti démocratique communiste du Mali, PDCM, estiment qu'après plus de 3 décennies de pratique démocratique au Mali, le bilan est mitigé. Ce nouveau parti qui vient de lancer ses activités note que la classe politique malienne n'est pas en phase avec l'opinion publique. Il y a alors la nécessité d'une démocratie participative qui s'impose. Le Parti démocratique communiste du Mali est le détachement d'avant-garde de la classe ouvrière, de la classe paysanne, en même temps que celui de la nation malienne tout entière. Il incarne les exigences de développement des forces politiques avancées du Mali,
le progrès de la culture malienne avancée et enfin les intérêts fondamentaux de l'immense majorité de la population de notre pays. Le PDCM dit s'inspirer des pays de l'international communiste comme la Chine, la Corée du Nord et certains pays qui respectent la souveraineté du Mali. S'agissant de la transition au Mali, la nouvelle formation politique a son opinion. Nous estimons que cette transition est une chance pour notre pays dans son combat pour retrouver sa souveraineté. Et par conséquent, le PDCM apporte son soutien éclairé aux autorités actuelles. La lutte contre la spéculation et l'accès à l'école publique sont entre autres propositions du PDCM pour atténuer les effets de la crise socio-économique actuelle. Religion, je l'annonçais dans le sommaire, Hajj 2023, les 13 323 pèlerins maliens s'apprêtent à accomplir les rites du Hajj dans quelques jours à la Mecque. Mais avant de quitter Médine, ils doivent se soumettre à la séance de sacralisation, histoire de respecter une tradition du prophète, paix et salut sur lui. Elle consiste à porter l'habit du pèlerin ou l'ihram et formuler l'intention de la Umrah et du Hajj. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Soumaïla Berté, Youssouf Samake et Abdoulaye Diop. Zul Oulefa, autrefois petite bourgade située sur l'axe Médine-La Mecque, est aujourd'hui absorbée par l'extension de la ville de Médine. C'est ici que le prophète, paix et salut sur lui, a effectué pour la toute première fois la séance de sacralisation. Pour perpétuer cette tradition, chaque pèlerin se soumet à cet exercice avant d'entamer les rites de la Umrah ou du Hajj. Allahumma labbaika umratan Allahumma labbaika umratan. Avec la sacralisation, on commence l'étape de la Mecque sur nos voyages. Le voyage de pèlerin malien commence par Médine. Donc, en faisant les ziyara et les 40 prières possibles à Médine, les pèlerins se dirigent vers la Mecque pour effectuer l'Umrah. Donc pour effectuer l'Umrah, l'un des piliers de l'Umrah, ça c'est la sacralisation à Biar Ali, communément appelé Zul Hulayfa. Les pèlerins passent là-bas, ils prennent leur habit et leur sacralisation. Donc arrivé là-bas, ils font des rakas et ils se sacralisent. Bon, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Bon, c'est à 7 km de Médine. En partant à la Mecque, il a commencé la sacralisation là-bas. Donc on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il fait. Ce rituel a des portées sociales et spirituelles auxquelles les pèlerins doivent se soumettre pendant tout le parcours du Hajj. Une fois qu'on est sacralisé, il y a des interdictions. C'est comme on est en train de chercher à se purifier. Donc on commence à rentrer dans les interdictions citées. On ne va pas citer tout cela ici, mais ça commence de ne pas se raser, de ne pas utiliser des parfums, de ne pas se mélanger aux femmes, de ne pas se marier, de ne pas parler de mariage, bon, ainsi de suite. Donc c'est comme on est rentré, on est sacralisé maintenant, on attend qu'arrivé à la Mecque, on fasse l'Umrah. Purifiés, les pèlerins peuvent maintenant rallier la Mecque pour accomplir les deux pèlerinages, la Umrah puis le Hajj. Ici, au Mali, ouverture à Gao des travaux de l'atelier régional de planification conjointe de la réponse de l'État et ses partenaires pour l'exercice de l'année 2023 du secteur de la sécurité alimentaire. La rencontre a pour objectif de coordonner et de planifier les réponses aux besoins des populations des régions de Gao, Ménaka et Kidal en matière de sécurité alimentaire. Reportage Rakia Toutouré, Alassane Ahmadou. L'atelier qui se tient du 7 au 8 juin vise à passer en revue, coordonner et planifier les réponses en matière de sécurité alimentaire dans les régions de Gao, Ménaka et Kidal, à la veille de la période de soudure agricole qui va du mois de juin à septembre 2023. Les chiffres portés à la connaissance de l'assistance en matière de sécurité alimentaire dans les trois régions par le représentant du programme alimentaire mondial sont alarmants. À l'issue des analyses à Gao, inclus Ménaka, le CH de mars 2023 a indiqué 197
personnes 231 en insécurité alimentaire aiguë. À Kidal, en situation courante mars-mai 2023, 3155 personnes sont en insécurité alimentaire aiguë. Nous sommes à l'obligation de faire cet atelier pour réunir tous les partenaires pour qu'ensemble nous puissions analyser les planifications afin sur le terrain d'éviter les doublons et d'éviter aussi les surcharges dans les villages. La rencontre, première du genre, se déroule en 3 phases. La première phase constitue la présentation de la synthèse des données compilées du niveau national. La phase 2 constitue la revue détaillée de la planification régionale des acteurs. Et enfin la phase 3 pour la synthèse des arrangements convenus entre les acteurs et la signature des procès-verbaux de réajustement prévus. Prennent part à ces travaux les membres du cluster sécurité alimentaire des 3 régions, les services techniques de la région de Gao, ainsi que les représentants des ONG nationales et internationales évoluant dans le domaine. La session devra être sanctionnée par des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Restons dans le Nord, fin à Tombouctou de l'atelier de mise en relation des acteurs du marché B2B couplé à la mini-foire. Pendant 3 jours, producteurs, transformateurs et partenaires ont échangé sur l'approche qu'il faut adopter pour faciliter l'accès aux intrants et au financement. Le bilan est jugé satisfaisant par les organisateurs. Compte rendu Yaya Tandina. C'est par des engagements liés à l'achat des intrants agricoles, des produits transformés et aux équipements que l'atelier de mise en relation des acteurs du marché B2B, couplé à la mini-foire, a pris fin à Tombouctou. Le bilan des 3 jours d'activité dans la région a été dressé par les organisateurs. Au total, on a enregistré 60 et quelques organisations de producteurs qui étaient présents. À notre actif, 46 contrats qui ont été signés au total, pour une valeur de 1 191 655 000 francs CFA. Au nom des femmes transformatrices des produits agricoles de la région, je salue les initiateurs et acteurs de mise en œuvre de ce projet. Cette rencontre a été très rentable pour nous et les échanges ont été fructueux. Cette initiative de Sougou-Yiroua, mise en œuvre par le consortium d'ONG CARE International, Hamassa Afrique Verte et Emprod Sahel, vise à contribuer à l'émergence économique des producteurs, transformateurs et acteurs commerciaux. Nous demandons aux agrofournisseurs qui ont pris des engagements de les honorer. Nous les prions. Et en retour, nous prions aussi les producteurs qui ont fait des engagements avec ces agro-dealers de les honorer. Et nous, Sougou-Yiroua, Séné-Yiroua, la plateforme multi-acteurs, nous prenons l'engagement devant cette auguste assemblée d'accompagner les acteurs du marché. Je lance à cette occasion un appel aux services administratifs et techniques de l'État, aux collectivités territoriales, aux acteurs du marché, organisations des producteurs, les fournisseurs d'intrants, les commerçants des produits agro-pastoraux, les entreprises agroalimentaires, les services financiers et transporteurs pour soutenir le consortium CARE, Hamassa Afrique Verte, Emprod Sahel dans la mise en œuvre de Sougou-Yiroua pour l'atteinte des résultats et impacts escomptés au bénéfice des populations de la région de Tombouctou. Pour les participants et le représentant du président de la plateforme multi-acteurs, ces initiatives sont à encourager et à pérenniser au seul bénéfice des communautés de la région de Tombouctou. Dans le centre du pays, l'Agence suédoise de développement international apporte sa contribution à la paix et au développement socio-économique des terres de Djenné et d'Ouanza. Elle vient de financer à plus de 3 milliards de francs CFA un projet dénommé Soudou Baba. Le lancement du projet a eu lieu à Sévaré. Boubacar Sankari. Le projet pour la paix inclusive et la redevabilité socio-économique à Djenné et d'Ouanza, dénommé projet Soudou Baba, a pour but de contribuer à la paix et au développement socio-économique dans les cercles de Djenné et d'Ouanza. Ce projet, financé par l'Agence suédoise de développement international à plus de 3 milliards de francs CFA, est mis en œuvre par 4 ONG, à savoir l'aide de l'Église norvégienne, Corded, Tassak et Agricap. Assister les populations qui ont tant souffert avec les conséquences des multiples crises que nous avons connues. Mais l'innovation dans ce projet, c'est que nous avons avec ce projet un volet économique. Comment avoir une bonne
gestion des fois quand il y a des conflits par rapport aux ressources. Et après, nous allons travailler pour voir quels sont aujourd'hui les moyens de subsistance. Avec la population, décider qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de renforcement économique dans les communes selon les besoins des habitants. Le projet va toucher plusieurs groupes possibles dans ces zones d'intervention. Il s'agit entre autres de propriétaires de terrains et détenteurs de droits coutumiers, de personnes déplacées, les nomades et les transhumants et les organisations socio-professionnelles locales. Le projet Soudou Baba s'inscrit en droite ligne dans la politique nationale du gouvernement du Mali, notamment la stratégie de stabilisation des régions du centre, adoptée en vue d'une réconciliation réussie entre les populations qui ont été sérieusement affectées par les conséquences de la crise multidimensionnelle qui sévit dans notre pays depuis l'année 2012. Le projet Soudou Baba, qui dure 52 mois, interviendra dans les communes de Femaï, Ouro Ali, Djéné, Diaptoudji, Dangalboré et Douanza. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le budget 2023 du programme Sponsorship que l'ONG Save the Children vient de lancer en 4e région. Pour une durée de 10 ans, Sponsorship sera mis en œuvre dans les régions de San et Ségou et touche près de 500 000 enfants, en majeure partie des filles. Reportage Honoré Tienou et Issaba. Sponsorship est un programme de Save the Children qui vise à parrainer l'enfant dans son développement. Il s'agit, à travers ce lancement, de partager avec les différents acteurs le programme et ses objectifs. Pour atteindre cet objectif, 4 résultats interdépendants ont été identifiés. Les filles non scolarisées exposées au risque de mariage d'enfants sont protégées et ont un accès à l'éducation. Les parents ont des revenus, des aptitudes, des connaissances et pratiques pour soutenir l'éducation des filles, protéger les enfants contre les mariages d'enfants. Les communautés agissent effectivement pour mettre fin au mariage des enfants et établir des systèmes de protection de l'enfance pour soutenir l'éducation des enfants et en particulier la petite fille. L'environnement politique et juridique est amélioré et propice à la lutte contre les mariages des enfants et au soutien à l'éducation des filles. Le programme Sponsorship touche près de 500 000 enfants de 6 à 16 ans, la plupart des filles dans les régions de Ségou et San. Pour une durée de 10 ans, le programme présente un budget annuel 2023 de plus d'1 milliard de francs CFA. Ambitieux, et c'est un programme d'avenir, c'est un programme d'épanouissement, c'est un programme de développement, c'est un programme d'émancipation de la jeune fille. C'est l'occasion pour moi de solliciter la participation et l'accompagnement des collectivités, des partenaires, des parents et de l'ensemble des acteurs pour contribuer à l'atteinte des objectifs de ce programme. Présentation du programme dans son cadre logique, le plan de suivi, les approches et opérations sont les points saillants de cette cérémonie de lancement. 3 villages de la commune de Walia, dans le cercle de Bafoulabé, ont abandonné la pratique de l'excision. Pour atteindre cet objectif, Plan international et l'Association pour le développement et l'appui aux communautés ADAC ont mené des sensibilisations sur les conséquences de la pratique. Une cérémonie a été organisée dans chaque village pour célébrer l'initiative communautaire. Ortem Kita, Mahamadi Alioubari. Œuvrons ensemble pour bannir la pratique de l'excision dans nos communautés. C'est tout le sens de cette cérémonie d'abandon de la pratique néfaste de l'excision dans les villages de Bagné, Awalia et Buntung, à Nyambia, dans le cercle de Bafoulabé. L'initiative est du plan Mali international de Kita, à travers son partenaire Association pour le développement et appui aux communautés. Nous avons décidé de mettre fin à la pratique de l'excision et en même temps, nous avons besoin de l'eau potable d'une école et d'un centre de santé communautaire. Après avoir fait des constats par rapport à la pratique de MGF et les conséquences néfastes MGF produits dans nos communautés, c'est ce qui nous a amené vers Bafoulabé pour vraiment vulgariser cette initiative. Cet acte d'engagement d'abandon de la pratique de l'excision dans les zones de Walia et de Nyambia a été précédé par des activités de sensibilisation et d'information sur les effets néfastes de l'excision sur le bien-être de la jeune fille. Cette activité nous tient à cœur. Parce que si on voit les directives de nos plus hautes autorités en matière de santé, l'une des priorités, c'est la santé maternelle. Aujourd'hui, grâce aux sensibilisations, au renforcement des capacités, ce tabou est levé et les villages ont compris que l'excision
a des conséquences qui nuisent à la santé. Le village de Buntu est le 8e village sur les 49 villages dont nous intervenons dans le cercle de Baflabé, qui a décidé d'abandonner la pratique de l'excision. Des séances d'animation menées par le projet sur l'abandon de la pratique de l'excision et la sauvegarde de l'intégrité physique de la jeune fille, aussi bien que la signature des conventions cadres, ont mis fin à la cérémonie. La Convention pour le Mali, CPM, félicite le gouvernement malien pour sa décision courageuse relative au retrait sans délai de la MINUSMA. La CPM appelle toutes les forces du changement pour la refondation et l'ensemble des Maliens à continuer la lutte de libération du Mali par des solutions maliennes. Le consul du Bénin au Mali a lancé ce matin le RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Cette campagne vise à identifier les ressortissants béninois vivant au Mali. Ce recensement administratif est couplé à la délivrance de passeports béninois. Ibrahim Kaoukonate et Yacouba Kone. Cette opération d'enrôlement consiste à identifier les Béninois vivant en République du Mali. Elle offre également la possibilité aux citoyens béninois de se procurer sur place du passeport ordinaire. C'est une occasion pour moi aujourd'hui de remercier les autorités béninoises pour nous avoir permis de se mettre en règle par rapport aux obligations qui nous concernent, nous qui sommes béninois résidant ici au Mali. J'apprécie l'initiative. C'est l'occasion pour moi de remercier aussi notre consul honoré après le Mali pour son dévouement, parce que ça n'a pas du tout été facile. Ça fait un bon bout de temps qu'elle s'est mise dans la danse et nous rendons grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres pour nous avoir permis de voir ce jour. Le Mali compte un nombre important de ressortissants béninois. C'est pourquoi une équipe mixte a été dépêchée par les autorités béninoises. Depuis avril 2018, où le RAVIP a été lancé au pays, nous avons espéré que ça serait bientôt notre tour et il nous a fallu 5 ans. On avait essayé de faire un recensement pour préparer le RAVIP. On était arrivé à peu près à 5000 personnes sur toute l'étendue du territoire. Il y a des Béninois jusqu'à Kidal. J'en profite pour dire que je sais que les Béninois de l'intérieur du pays ne vont pas être pris en compte dans cette première opération, mais il y en aura d'autres. Et je compte sur vous tous pour vous déplacer en masse et venir faire de cette opération un succès. Cette opération débute ces jours et se poursuit jusqu'au 25 juin prochain au consulat du Bénin au Mali, 6 à l'hippodrome. Littérature. Une nouvelle parution dans vos librairies. Généalogie de la famille Goïta, nous allons voir les images. Généalogie de la famille Goïta de Yorosso, c'est le titre du livre que vient de publier la famille du général Youssouf Keïta aux éditions Sawa. C'est un livre qui retrace les origines des Goïta de Yorosso, leur parcours et leurs liens avec d'autres ethnies comme les Peuls. Un livre d'histoire à lire absolument. Toujours littérature, au fil de mes convictions sur le Mali d'aujourd'hui et de demain, c'est le titre du livre de Ousmane Sy, ancien ministre, qui vient d'être publié. Cet ouvrage aborde les questions de gouvernance, de paix, de sécurité, entre autres. À travers cette œuvre, l'auteur entend amener les lecteurs à s'interroger sur le présent et l'avenir du pays, de la région sahélienne, du continent et de s'engager pour relever les grands défis. Nouroum Sissoko nous propose un zoom sur ce livre. Ousmane Sy, auteur du livre Au fil de mes convictions sur le Mali d'aujourd'hui et de demain, a été un grand commis de l'État. Considéré à juste titre comme l'architecte de la décentralisation, il fut plusieurs fois ministre, puis secrétaire général de la présidence. Ce cadre émérite malien se réclamant sahélien et africain est soucieux du devenir de son pays au regard du contexte de crise multidimensionnelle qui y prévaut. L'ouvrage se veut le témoignage d'un homme rompu aux arcanes de l'administration. Le livre aborde les grands sujets de l'ère, à savoir la gouvernance, la paix, la sécurité, la décentralisation et la coopération internationale. Le document fait état des expériences, des réflexions et de nombreux entretiens de l'auteur,
dont l'objectif est d'inviter les lecteurs à réfléchir sur le présent et l'avenir du pays, de la région sahélienne, du continent africain et à s'engager pour l'édification des modèles d'État, de démocratie et de développement durable. Ousmane Sia rappelle que le Mali est plongé dans une crise aiguë qui touche à la fois les institutions, le territoire et les communautés locales. Selon lui, cette crise a créé une défiance à l'égard de l'État et de la communauté internationale. Cependant, il demeure convaincu que les réponses les plus réalistes pour une sortie durable de la crise résident dans les territoires locaux, au sein de la jeunesse et à travers la responsabilisation de leurs acteurs locaux. Voilà qui a motivé l'auteur à partager dans ce livre ses convictions sur le changement, les enjeux et défis qui y sont liés. À la lumière des allégations de harcèlement sexuel qui a lieu il y a 2 ans dans le milieu du basketball malien, qui a conduit à la suspension de certaines personnalités de la discipline pour mauvaise gestion de la situation, la Fédération malienne de basketball vient de mettre en place une politique de protection des enfants, dite sauvegarde contre les abus. Le document a été adopté lors d'un conseil extraordinaire du bureau le 10 mai dernier. Les responsables du basketball étaient devant la presse ce matin pour expliquer ces nouvelles dispositions qui permettront aux enfants de pratiquer leur sport sans inquiétude. Kodi Sibi et Aliou Bekone ont suivi la conférence de presse. La Fédération malienne de basketball, l'ONG Terre des Hommes et l'association Agicad, ensemble pour la pratique du basketball par les enfants dans un cadre sécurisé. En effet, après les allégations de pédophilie qui ont fortement secoué le monde du basket, le nouveau bureau fédéral sous la houlette de Maître Jean-Claude Sidibé met en place une politique de protection des jeunes pratiquants. La sauvegarde contre les abus, une grande première pour un pays. Il faut qu'on parvienne à faire remonter les informations à chaque fois qu'il y a un soupçon sur un entraîneur, sur un dirigeant, sur un supporter, sur en tout cas quelques intervenants que ce soit dans le milieu du basket. Le deuxième axe de la politique, c'est le renforcement du dispositif de sauvegarde. Diagnostiquer et analyser la situation au sein même de la fédération et des clubs de première division, accompagner la fédération et les clubs de première division pour la mise en place des mécanismes de sauvegarde et l'élaboration d'un plan d'action. Le troisième axe, c'est le suivi et l'évaluation et capitalisation. Une commission d'éthique a été mise en place pour lutter efficacement contre d'éventuelles pratiques malsaines et tout sujet d'inquiétude quant à la sécurité d'un enfant dans le milieu du basket. Les allégations de harcèlement ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Les nouveaux dirigeants veulent redonner une bonne image à une discipline qui constitue jusque-là notre fierté pour les résultats que notre pays a obtenus en Afrique et dans le monde, surtout au niveau de la catégorie d'âge. Partout où il a participé à des assises, le président Maître Jean-Claude Sidibé a plaidé la cause de certains de nos dirigeants qui sont sous le coup d'une suspension suite à cette affaire. Les responsables de notre basketball continuent de jouir de la confiance de leurs pairs sur le continent et dans le reste du monde. La meilleure façon de répondre à cette situation frustrante d'allégations d'abus qui a affecté plus d'un est de continuer à engager les succès dans les compétitions majeures, ce qui reste à notre portée. Voilà, c'est tout pour cette édition. Vous pourrez la revoir sur nos différentes plateformes digitales. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.